Le cours de ce soir est sur la matzah, tout savoir sur la matzah, donc il est relié avec Pessah, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder la vidéo, la petite vidéo que j'avais envoyée sur le groupe. Mais donc l'idée de la matzah, la manière dont la matzah est faite, et un instant, j'enlève le chat pour l'instant. OK. Donc la manière dont la matzah est faite, c'est avec de la farine et de l'eau, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui vient dans les ingrédients. Il n'y a aucun autre ingrédient dans la matzah. Il n'y a que ces deux ingrédients-là et rien d'autre. Pas de sel, pas de jus, pas d'œuf. Il y a plusieurs raisons pour certaines choses, mais la raison de base, c'est qu'il ne doit y avoir aucun autre goût mélangé à la matzah que le goût même de la matzah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le soir du seder, quand on mange la matzah pour la mitzvah, on ne trempera pas la matzah dans le sel quand on fait le motzi. On ne mettra pas de sel. Après, pendant le repas, on peut si on veut. Mais pendant la matzah, on ne trempera pas pendant le seder la matzah dans le sel. On met du sel dessus pour n'avoir que le goût de la matzah sans rien d'autre de mélanger. Donc, la matzah est faite. Donc, c'est de la farine, de l'eau, comme je l'ai dit. Je vous invite à quand même regarder la vidéo, c'est quelques minutes. La vidéo que j'ai envoyée. C'est une vidéo intéressante et qui permet donc de voir un peu comment c'est fait. Mais l'idée de base, c'est que donc il n'y a que ça, il n'y a que ces deux ingrédients. Et la farine, c'est une farine qui est faite, qui est préparée de manière spéciale. C'est-à-dire que il n'y a que du blé, comme j'ai dit, qui rentre à l'intérieur, et on vérifie bien que le blé est gardé, ce qu'on appelle la matzah shmoa. Shmoa, littéralement, ça veut dire garder. On regarde, on fait attention au blé depuis même le moment de la moisson. C'est-à-dire qu'au moment de la moisson, et à partir de la moisson, on va vérifier que le blé, puis ensuite la farine, ne rentrera pas en contact du tout avec de l'eau et ce sera bien gardé au sec. D'ailleurs, même la récolte, même la moisson est faite pendant un jour où il n'y a pas de pluie, on n'attend pas la pluie dans les entourages, il fait beau, il y a du soleil, etc. Pour être sûr que tout est bien sec et il n'y a pas de contact entre de l'eau, de l'humidité et le blé, ensuite, encore une fois, la farine. Donc, on va regarder, on va faire attention à ça depuis le départ, depuis le moment de la moisson. Et comme je le dis, même le jour de la moisson est un jour qui est bien sélectionné. Ensuite, quand on amènera ça dans les moulins pour tourner le blé en farine, on fera attention que tout soit bien nettoyé, qu'il n'y ait aucune farine qui soit restée d'avant, etc. Tout soit propre. On commence depuis le départ. Ensuite, la farine sera gardée dans des sacs spéciaux et garder loin de l'humidité, etc. Donc, tout un tas de choses qu'on fait pour faire attention qu'il n'y ait jamais d'humidité qui rentre en contact avec les grains de blé, encore une fois, ensuite après la farine. Et même au moment de la fabrication de la matzah, où là, on a vraiment besoin de mélanger l'eau et la farine, on va quand même faire attention que dans les usines de matzot, la farine et l'eau sont gardées dans des pièces séparées, dans des endroits séparés, que jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de contact entre les deux. Et une fois qu'on mélange les deux, c'est à ce moment-là qu'on va commencer le compte des 18 minutes pour éviter que la matzah, ou la farine, la pâte qu'on a préparée, devienne chametz. Puisque on sait qu'en 18 minutes, la farine, le blé va commencer à fermenter et elle va devenir chametz. Donc on fait attention depuis le moment où l'eau et la farine sont mélangées et jusqu'au moment où ils sont rentrés dans le four, qu'il n'y a pas eu 18 minutes qui sont passées. Une fois que c'est cuit, c'est cuit. On n'a plus besoin de s'inquiéter. Bien que vous savez peut-être qu'il y a une coutume chez beaucoup de gens, en particulier dans le monde chassidique, le fait d'éviter que la matzah devienne mouillée même après. Par mouillée, je veux dire, on ne la trempe pas dans la soupe, on ne met pas de liquide dans la matzah, de jus, etc. Parce qu'on a peur qu'il y ait peut-être des grumeaux ou un peu de farine qui s'est collée sur la matzah. Donc, même si ça a été cuit, mais si ça n'a pas été bien mélangé, il y a des grumeaux et qu'on va maintenant tremper ça dans de l'eau, dans un liquide quelconque, on pourrait avoir des problèmes. Donc, on fait attention à ça aussi. Donc, il n'y a que ces deux ingrédients-là qui vont être mis en place, l'eau et la farine. Ça, c'est comme ça qu'on fait. Et la matzah, donc, ensuite, est mise dans les fours et emballée. La matzah dont je parle, mais c'est vrai pour les matzot, toutes les sortes de matzot. Comme vous savez, il y a plusieurs sortes de matzot. Donc, il y a la matzah shmoa. Généralement, on pense à la matzah shmoa comme celle qui est faite à la main.
la galette ronde. Ensuite, vous avez les matzot qui sont faites à la machine. On a en tête les boîtes carrées de matzot. Et il y a ce qu'on appelle la matzah ashira, la matzah qui est faite avec du jus ou avec du jus d'orange ou avec d'autres, ou avec des œufs, des choses comme ça. C'est une matzah, donc on ne peut pas vraiment se servir pour le seder normalement. C'est réservé, si on veut, pour ne pas manger du chametz, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut manger nécessairement pour le seder, en tout cas pas pour les ashkénazes, à moins qu'il y ait quelqu'un qui est vraiment pas bien. Donc, quelle différence entre la matzah shmoa, qui est généralement celle qui est faite à la main, et la matzah faite à la machine? Alors, bien sûr, il faut comprendre que à travers l'histoire du peuple juif, jusqu'à l'ère industrielle, toutes les matzot étaient bien sûr faites à la main, puisqu'on n'avait pas de machine. Les machines étaient très rudimentaires, il n'y avait pas de machine automatique. Donc les machines, même les machines qu'on avait, c'était peut-être des outils qui étaient faits, qui nous aidaient à fabriquer les choses à la main. Mais à la base, tout était fait à la main. Donc la matzah a toujours été historiquement faite à la main. Une fois que des machines ont été inventées, alors il y a eu, comme dans chaque chose, des opinions différentes. Certaines opinions disaient que c'était mieux de se servir de ce genre de matzot faites à la machine parce que ça va plus vite. Donc, on a encore moins d'inquiétude qu'il y ait du chametz qui se soit passé, mélangé, etc. Et d'autres opinions qui ont parlé de deux problèmes en particulier. Le premier problème, c'est que peut-être que la machine elle-même va produire la matzah plus rapidement, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute machine produit de la chaleur, et quand on fait monter la chaleur, les chances de Hametz augmentent, et non seulement les chances de Hametz augmentent, elles sont plus rapides. C'est-à-dire si on a 18 minutes, c'est quand, à certaines conditions, les conditions ambiantes. Mais si on fait monter la chaleur, peut-être à cause des mécanismes, dans ce cas-là, ça va aller beaucoup plus vite. Un des problèmes d'ailleurs qu'on a quand on fait les matzot, c'est qu'on ne peut pas faire ça au soleil. Donc s'il y a des gens qui font des matzot à la main, par exemple, ici à Miami, on avait il y a une production qui est faite chaque année, et qui était dans le bâtiment qu'on avait pour la yeshiva. Donc, chaque année, pendant des années, on avait donc les matzot. Mais à Miami, on peut pas, il faut faire attention que les matzot sont faites, on faisait ça à l'extérieur pour une question de place, mais que ce soit bien couvert, qu'il n'y ait pas de soleil, parce que la chaleur pourrait faire monter la pâte, faire la pâte en sorte que la pâte devienne chametz beaucoup plus vite que les 18 minutes. Donc, il fallait absolument que ce soit fait soit à l'ombre et qu'on mettait donc une espèce de canapé pour pouvoir recouvrir l'endroit où on faisait les matzot, et à l'intérieur, etc. Donc, les machines produisent de la chaleur, donc c'est un problème. D'autre part, il y a un autre problème avec les machines, c'est qu'il peut y avoir de la pâte qui est coincée dans le mécanisme, dans d'autres endroits, et c'est très difficile à nettoyer. Je ne sais pas si vous avez, encore une fois, je me réfère à la vidéo que j'avais envoyée sur le groupe, mais je me réfère aussi, je ne sais pas si c'est dans la vidéo, mais on voit là qu'on se sert de bâtons pour faire rouler les matzot. Les bâtons sont vraiment nettoyés toutes les 18 minutes, quand c'est fait à la main, pour être sûr qu'il n'y ait pas de pâte qui est restée dessus. Avec une machine qui va vite, etc., il peut y avoir des choses qui sont coincées dans les mécanismes. Et donc, certaines opinions disaient qu'il vaut mieux d'éviter les matzot faites à la machine parce que ça crée des problèmes de cacheroute. Au-delà de ça, il y a un problème important à résoudre au-delà du problème de la cacheroute des matzot, qui bien sûr est un problème important. Mais j'imagine que s'il y a des compagnies sérieuses qui fassent de la matzah pour Pessah, c'est qu'ils ont résolu ce genre de problème de chaleur et de pâte qui restent coincées. Mais au-delà de ça, il y a un autre problème, et c'est un problème en particulier pour les seder, c'est que les matzot pour le seder doivent être produits, fabriqués, le shem mitzvat matzah, ayant en tête la mitzvah de faire des matzot. Comme toute mitzvot, quand on le fait, il faut avoir l'intention de le faire pour la mitzvah. Par exemple, on se sert du cuir pour les téfilines. On ne peut pas juste aller dans la tannerie locale, acheter des pots qui sont déjà prêtes et s'en servir pour les téfilines. Ou bien trouver un endroit où on va du parchemin, acheter les parchemins et écrire des mezuzot ou écrire les téfilines sur ces parchemins-là. Il faut absolument que les parchemins ont été fabriqués, depuis le départ fabriqués, avec l'intention de s'en servir pour la mitzvah des téfilines. Parchemin, pour les lanières des téfilines, que ce soit la même chose pour les tzitzit qui sont faits, les fils qui sont fabriqués pour les talit, il faut absolument que ce soit fait pour la mitzvah même. Donc on ne peut pas se servir de fil, acheter du fil quelque part, même si c'est du fil de laine, et en faire des tzitzit, il faut qu'il soit fabriqué pour la mitzvah. Alors, bien sûr, quand il s'agit de choses qui sont fabriquées par une machine n'a pas l'intention de faire une mitzvah,
Donc, on ne peut pas nécessairement se reposer sur l'intention de la machine, que la machine a produit ces matzot pour la mitzvah de manger de la matzah. Alors, je vous dis que c'est un problème pour le seder, puisque la mitzvah de manger de la matzah n'est que pour le seder. La seule fois où on est obligé de manger de la matzah, c'est pour le seder. Alors, vous allez me dire, mais il y a d'autres moments où on mange de la matzah pendant tout Pessah. C'est vrai, mais c'est parce qu'on ne peut pas manger de pain. On n'a pas nécessairement une obligation, d'après la halakha, de manger de la matzah, de faire motzi et de manger de la matzah tous les jours de Pessah. C'est juste que si on veut manger du pain, ben on n'a que le pain azim à manger, on n'a que la matzah. Mais on n'est pas nécessairement obligé de manger la matzah. C'est vrai qu'il est bien pendant un jour de fête, pendant Cholam de faire motzi, et que pendant Pessah, on ne peut faire que motzi sur de la matzah, mais il n'y a pas d'obligation directement de manger de la matzah pendant Pessah. La seule fois où on est absolument obligé de manger de la matzah pendant Pessah, c'est le soir du Seder. Et c'est pour ça que le soir du Seder, nous réciterons la bénédiction, à part le motzi, Asher Kedeshanu b'mitzotav etzivanu, que Dieu nous a sanctifié, nous a commandé, à l'achilat matzah, de manger de la matzah. On fera cette bénédiction uniquement pendant le Seder, puisque c'est uniquement pendant le Seder que nous avons une obligation de manger de la matzah. Je tiens à rappeler aussi que, à part les gens qui habitent en Israël, qui sont en Israël, sinon, il faut faire 2 soirs de Pessah, 2 soirs de Seder. Ce n'est pas juste le premier soir, mais c'est bien les 2 soirs qui sont faits à l'extérieur d'Israël. Donc, pour revenir à ce que je disais, on mange donc la matzah, il y a une mitzvah de manger de la matzah, et cette mitzvah-là, donc le soir du Seder, et donc on fera la bénédiction pour ça, mais il faut que les matzot soient produits avec l'intention de s'en servir pour la mitzvah. Donc toutes les matzot que vous achetez qui sont faites à la main, elles sont bien sûr produites avec ça. Toutes les 18 minutes, quand on recommence une nouvelle pâte, toutes les personnes qui participent à la mitzvah de faire les matzot vont dire tout ensemble, le Shem, matzot, mitzvah. On fait ça pour la mitzvah des matzot. Quand c'est une machine, encore une fois, c'est un problème. Alors, la solution qui est donnée, c'est que quand on va pousser le bouton, quand on va mettre en marche la machine, on va dire qu'on fait ça avec l'intention, quand on met la pâte, mais clairement, ce n'est pas aussi bien que quand c'est fait à la main, avec une intention claire, exprimée, de faire ces matzot-là pour la mitzvah du Seder. Donc, clairement, pour le soir du Seder, il est de loin recommandé de se servir de matzah qui est faite à la main, la matzah shmoa qui est faite à la main. Shmoa, le mot dont on se sert de shmoa, ça veut dire garder. Et comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a fait attention depuis le moment de la moisson que le blé ou la farine et le blé ensuite ne sont pas en contact avec de l'eau. Il y a des matzot qui ne sont pas shmoa, qui sont des matzot régulières, sont peinées normales, où on fait attention depuis le moment où le blé est mis en farine, est moulu en farine. Donc, shmoa de nos jours, quand on parle de shmoa, c'est qu'on a fait attention à ça depuis le moment de la récolte, de la moisson. Il y a certaines compagnies de matzot, pas celles faites à la main généralement, en tout cas pas à ma connaissance, mais celles qui sont faites en machine. Il y a des machines où il y a des matzot machines qui sont shmoa aussi. On fait attention à ce que le blé soit supervisé et d'autres qui ne sont pas shmoa. Attention, aux États-Unis, il y a aussi de la matzah qui est chametz. La matzah que vous pouvez acheter toute l'année au supermarché, n'est pas toujours cachère le Pessah. Donc faites très attention, surtout si vous achetez ça public ou dans d'autres supermarchés où ils ne sont pas nécessairement au courant des lois de Pessah, ils pensent qu'il y a la matzah, c'est la matzah. Faites attention de ne pas nécessairement acheter vos matzot dans le rayon cachère de toute l'année. Et si vous le faites, regardez bien sur la boîte que ce soit marqué cachère le Pessah. Parce qu'on peut acheter de la matzah qui n'est pas cachère le Pessah, parce qu'il y a des gens qui aiment manger du pain azim toute l'année. Moi en particulier, mais j'aime bien la matzah fait à la main. Donc, donc, il y en a qui mangent ça toute l'année. Donc, faites bien attention si vous achetez ces boîtes de matzah dans les supermarchés, que ce soit bien marqué kasher le Pessah. Comme je vous l'ai dit, aussi la matzah ashira. Ashira, ça veut dire riche, parce qu'on a mis, au lieu de l'eau, on a mis du jus à la place ou d'autres choses. On peut s'en servir comme gâteau, on peut s'en servir, donc c'est pas chametz dans le Pessah, mais pour le seder, c'est mieux d'éviter de se servir de ces matzot-là. Voilà. Donc, ça, c'est la matzah. La manière dont c'est fabriqué, bien sûr, c'est mis dans des fours, vous l'avez vu, très très chaud. Donc en quelques secondes,
La matzah est prête et on la met ensuite de côté. Elle est pesée. On n'oubliera pas non plus, c'est pas toujours évident, mais quand on fait la matzah, il faut bien sûr, comme toute pâte, qu'on enlève la challah. La challah, c'est la partie qui est faite quand on fait une pâte, quand on fait du pain ou des gâteaux avec une pâte. On enlève une partie. C'est une mitzvah de la Torah à la base, afin de donner ça au Kohen. De nos jours, à l'extérieur d'Israël, c'est une mitzvah des sages, mais on enlève une partie qui sera brûlée, comme quand on fait la challah à la maison. On fait la même chose avec la matzah. La seule différence, c'est que la matzah est faite en petite quantité pour éviter justement d'avoir des grandes quantités de pâtes qui pourraient devenir chametz. On fait ça en petite quantité. Donc, il n'y a pas assez pour enlever la challah à l'avance. Et en plus, on ne veut pas non plus perdre de temps puisque chaque minute est comptée. Donc, on veut que ce soit vite. Donc, on ne va pas prendre la challah à l'avance. On prendra la challah après qu'on a fini toute une quantité de matzot. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on couvre toutes les matzot qui ont été produites et ensuite, on enlèvera un bout de matzah une fois que ça a été déjà fait, cuit. On pourrait faire ça en théorie à la maison avec les chalats qu'on fait à la maison. Si on fait des petites quantités à la fois, qu'on en fait plusieurs fois, qu'on peut mettre tout ensemble, mais généralement, il est recommandé de ne pas le faire pour ne pas éviter d'oublier, etc. Donc, c'est mieux de toujours enlever la challah à l'avance quand on fait des chalotes, des gâteaux, encore une fois, avec une pâte, pas juste des gâteaux, une pâte liquide, mais donc de préparer, d'enlever la challah. Donc, on fera ça aussi dans les matzot. C'est fait déjà dans les usines, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. La challah est déjà prélevée dans les usines de matzah. Vous allez voir certainement sur les paquets de matzot, c'est marqué déjà qu'on a déjà pris la challah. En yiddish, en Amérique, c'est souvent marqué en yiddish. Challah genumen, on a enlevé la challah, ou en hébreu, ou fresha challah, qu'on a déjà enlevé la challah. Alors, continue notre présentation sur la matzah. La matzah, c'est donc une mitzvah de le manger le soir du Seder. Et c'est, de nos jours, nous n'avons pas le temps, donc pas de sacrifice. C'est la seule mitzvah que nous mangeons. On mange une mitzvah. D'habitude, les mitzvahs sont faites avec les parties extérieures superficielles de notre corps, c'est-à-dire que soit on met les téphilines sur nos bras et sur notre tête, on met un talit, on met les tzitzit, on allume les bougies de Shabbat, etc. Mais ce ne sont pas des mitzvot qui rentrent à l'intérieur, qui font partie de notre chair et de notre sang. Ce sont des choses qui sont faites avec l'extérieur. Il y a des mitzvot qui sont bien sûr reliées à la nourriture. On fait attention à ce qu'on mange. C'est une des grandes leçons de ce qui se passe avec ce virus qui a commencé apparemment avec quelqu'un qui a mangé ce qu'il ne fallait pas. Et de toute façon, maintenant, on nous dit qu'il faut très faire attention à ce qu'on met dans la bouche. De toute façon, on ne met pas les mains dans la bouche, on ne met pas d'autres choses dans la bouche. Donc, c'est certainement une grande leçon de ce qui se passe en ce moment, de faire attention à ce qu'on met dans la bouche. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de mitzvah de consommer un aliment particulier dans l'année. La seule mitzvah qu'on a, donc, c'est la matzah. La matzah, c'est-à-dire qu'on prend une mitzvah et cette mitzvah va faire partie de nous-mêmes. D'ailleurs, le Zohar nous dit que la matzah, ce qu'on mange, c'est la nourriture des mêmes notas de Emouna. C'est manger de la Emouna, c'est manger du divin. Parce que c'est une mitzvah, et comme on l'a expliqué dans plusieurs cours, une mitzvah, c'est un lien avec Dieu. C'est ce que le mot de mitzvah veut dire, un lien. Ça vient du mot de tzafta, qui veut aussi dire une connexion, un chibur. Comme je le dis souvent, en hébreu, une équipe, les gens qui travaillent ensemble, on appelle ça un tsevet, parce qu'ils sont unis sur une même cause, ils travaillent ensemble. Donc une mitzvah, c'est l'unification avec Dieu. Manger de la matzah, c'est manger l'unification avec Dieu, de faire en sorte que cette unification devienne une avec nous, fasse partie de notre chair et de notre sang. Et c'est quelque chose qui est unique à la matzah. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est uniquement pour le soir du Seder où il y a une mitzvah de manger la matzah. Mais de l'autre côté, la matzah, c'est quelque chose qu'on mange pendant tout Pessah. C'est quelque chose qui a ce caractère spirituel, divin. Donc, de prendre chaque jour un bout de matzah, même si ce n'est pas le soir du Seder, c'est une bonne chose de faire motzi, motzi, ensuite Birkat Hamazon après avoir mangé la matzah. C'est quelque chose de très important, quelque chose de très beau, de très puissant. Et le Zohar, comme je disais, lui dit que le premier soir du Seder, le premier Seder, manger la matzah, c'est manger du divin, c'est manger la Emouna. Le deuxième soir du Seder, la matzah, c'est le pain de la guérison. Manger la matzah, c'est manger le pain de la guérison. Donc c'est quelque chose de très fort, de très puissant.
Et je recommande à tout le monde de le faire, donc de bien faire attention à manger la matzah les 2 soirs du Pessah. Il faut avoir mangé 2 fois, mais au moins une fois, un kazay de matzah. Un kazay de matzah, ça correspond à peu près dans les matzahs rondes, à peu près un tiers de matzah. C'est un kazay de matzah à peu près. Donc, faites attention au moins, au minimum, d'avoir mangé ce tiers de matzah ronde dans, je dirais, un minimum de 5 à 10 minutes, si possible. C'est bien d'avoir mangé un peu plus que ça dans le sens où il y aura 3 fois à travers le seder, on mangera la matzah. Il y a tout au début, quand on va faire donc Netilat Yadayim, on va faire la matzah, ensuite il y aura le maror, etc. Donc au début du repas, à la fin de la Haggadah, après le deuxième verre, on prendra encore une fois donc la matzah, on fera Netilat Yadayim, ensuite motzi sur la matzah. Donc motzi, on fera la bracha de motzi lechem min haaretz et la bracha de Asher kideshanu b'mizotav etzivanu alachilat matzah. On fera ces 2 bénédictions et on mangera la matzah. Donc là, il faudra manger un kazé, donc un tiers de matzah. Un peu plus tard, il y a le sandwich avec les herbes amères. On mangera un autre tiers de matzah. Et à la fin du repas, avant le Birkat Hamazon, si possible, encore un autre tiers de matzah qui est pour la fikona. Donc au total, ça ferait 3. Ce qui est plus ou moins une matzah entière, une matzah ronde entière. Mais si c'est difficile, on peut se limiter et au moins faites attention de manger un tiers de matzah, comme je l'ai dit au début, en 5-10 minutes, de manger un tiers de matzah, c'est très très important. Le premier soir, la matzah, c'est le pain de l'aïmouna. Le deuxième soir, le pain de la guérison, quelque chose de très important. Ça, c'est pour la matzah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit dans le chat, donc vous pouvez écrire, ou si vous voulez enlever votre micro, réactiver votre micro, sur Facebook, envoyer un message, et je répondrai à ces questions. Au-delà de ça, il y a quelque chose de très important dans la matzah. On parlait tout à l'heure du pain qui va gonfler, et qu'on ne veut pas que ça gonfle. Et ça, c'est la différence entre la matzah et ce qu'on appelle le chametz. Chametz, c'est le pain qui a gonflé, le pain tel qu'on connaît. Alors, vraiment, la différence entre matzah et le chametz, ce n'est pas grand-chose. C'est qu'on peut prendre cette même pâte, on la laisse, on attend, et la pâte va gonfler. Maintenant, comme vous le savez certainement, ce qui gonfle dans la matzah ou dans la pâte, c'est juste des bulles d'air. C'est une réaction chimique qui crée des gaz. Et donc, cette même pâte se gonfle de quoi? D'air, de gaz. Il n'y a pas plus de pain, il n'y a pas plus de pâte. C'est juste la même chose, mais qui remplit d'air et qui gonfle, qui monte et qui monte et qui monte à cause de ces gaz qui sont créés par la fermentation des sucres, de la pâte, etc. Mais c'est la même chose. Donc, la différence entre le chamet et la matzah, c'est que la matzah, c'est plat, c'est ce qu'on dit humble, alors que la même chose, la même pâte, gonfle, s'élève, prend plus de place, mais n'a pas beaucoup plus de choses à offrir. C'est la même pâte au départ, avec encore une fois, juste prendre plus de place et est remplie d'air, de vide. Et ça, c'est un enseignement profond que nos sages nous font remarquer plusieurs fois à travers l'histoire de Pessah, c'est que le message de Pessah, c'est l'humilité. C'est d'éviter de gonfler, d'éviter de prendre toute cette place qu'on prend et de se remplir d'air, de vide, si on peut dire, et de prendre donc toute cette place. Et ça, c'est tout le message de Pessah, qui est bien sûr lié avec l'idée de libération, on va y arriver tout de suite. Donc l'histoire de la différence entre Matzah et le Chametz, c'est juste ça, cette humilité. D'ailleurs, nos sages nous disent que au niveau des lettres, Chametz et Matzah, c'est plus ou moins les mêmes lettres. Le Chametz, ça commence avec la lettre Het, qui est presque la même chose que la lettre He qu'on trouve dans Matzah. La seule différence, c'est que le Het, c'est 3 barres. Une barre en haut, une barre à droite, une barre à gauche. C'est comme un U, si on peut dire inversé. Et c'est plus ou moins la même chose, avec une seule différence, c'est que la matzah, il y a même 3 barres, c'est comme un U inversé, mais il y a un petit espace. En haut, à gauche, au lieu que la barre de la gauche monte jusqu'en haut, ça laisse un petit espace. Donc l'espace est un tout petit espace. La différence entre Chametz et Matzah, c'est un tout petit espace, c'est une toute petite chose. Ça, c'est la première lettre. Les autres lettres sont le même et le tzaddik, qui sont les mêmes dans Chametz et dans Matzah, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Donc, il y a juste la seule différence au niveau un petit espace entre ces 2 lettres.
Avec un espace, ça crée la lettre He, qui est la lettre de la matzah. Sans espace, ça crée la lettre Chet, qui est la lettre du Chametz. La différence, c'est que en haut, dans la matzah, on peut s'enfuir. Il y a une ouverture. Il y a une porte de secours et une porte de sortie. Que dans le Chametz, c'est complètement fermé. On est coincé dans cette boîte. Alors, on peut tomber en bas, c'est vrai. La seule ouverture est vers le bas. Mais sinon, vers le haut, on est coincé. Ça, c'est le Chametz. Alors que la matzah a cette petite ouverture qui permet de sortir. Et donc, ça, c'est humilité qui nous permet de sortir et de se libérer de notre condition. Parce que souvent, et je pense qu'encore une fois, on le découvre en ce moment, on est coincé dans un mode de vie, un peu comme ce Chametz, on est coincé avec certaines habitudes, on est coincé avec une certaine manière de se voir, de s'imaginer, de vivre sa vie, et on a du mal à s'en sortir, on a du mal à imaginer une vie différente de celle qu'on a. Comment est-ce que, si on devait sortir, aller au travail, et qu'on a tout un tas de rendez-vous importants, et qu'on devait sortir, et que tout d'un coup, notre femme nous dit, mais s'il te plaît, reste encore 2 minutes pour m'aider, ou bien est-ce que tu peux aller au chemin du travail, ou avant de rentrer, est-ce que tu peux faire quelques courses pour moi? On est souvent frustré, en disant, mais comment, j'ai tous ces rendez-vous, j'ai pas le temps, etc. Et tout d'un coup, depuis quelques jours, une semaine ou plus, on découvre qu'on a tout un tas de temps, et que toutes les choses qu'on pensait complètement essentielles, ben, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de vivre sans. Alors, c'est peut-être pas très agréable, on a besoin de se réadapter, on a besoin de retrouver son équilibre, en tout cas pour l'instant, mais on est en train de découvrir que tout un tas de choses qu'on pensait essentielles ne le sont pas du tout. Et qu'on a pu prendre ces 2 minutes pour dire à sa femme, oui chérie, je reste pour 2 minutes pour t'aider, ou bien oui, je vais aller au magasin pour faire ses courses, et je serai 5 minutes de retard au bureau, et c'est pas pire que de ne pas être au bureau depuis une semaine. Donc, il y a des choses importantes et on découvre qu'on peut très bien vivre sans tout ce genre de choses. Et c'est un peu le réajustement de Pessah qu'on est censé faire chaque année, mais des fois, on rentre dans cette routine même de Pessah, qui fait que Pessah, on est plus occupé avec les courses ou le nettoyage que ce que Pessah représente. Cette année, on n'a pas non plus ce choix-là. On ne peut pas trop occupé avec les courses ni le nettoyage parce que les courses sont limitées, le nettoyage, bon, on a tout le monde à la maison, donc c'est un peu compliqué. Mais on découvre qu'on peut ajuster sa vie. On peut vivre une vie qui est complètement différente de ce qu'on pensait, avec des priorités qu'on est obligé de remplacer, on est obligé de réajuster. Et c'est ce message de la Matzah qui nous dit que certaines choses qui prenaient tellement d'espace dans notre vie, comme le pain. Le pain, encore une fois, c'est cette pâte qui a gonflé, qui s'est remplie d'air, qui prend tellement d'espace, et on se rend compte que ça pourrait être de la matzah. Ce n'est pas plus que de la matzah, c'est de la matzah remplie d'air. Donc, on est capable de rentrer à une vie plus essentielle, plus basique, plus pure, je dirais. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de la matzah, il n'y a rien d'autre qui est incorporé. Il n'y a que cette pureté essentielle de la matzah, du divin, de la matzah, de la mitzvah qu'on va manger. Et on se rend compte que tout le reste qui remplissait de notre vie, c'était du vide. Et si chaque Pessah, on est censé réfléchir à ça, prendre ce message dans notre vie, ce n'est pas toujours facile. Je sais pour moi-même que chaque Pessah, on est occupé avec mille choses, que ce soit de mon côté aussi, les courses, le nettoyage, pas que je suis très occupé avec le nettoyage, mais j'aide avec les courses, et répondre à des questions, préparer des Dvar Torah pour dire le soir du Seder. Mais ça devient une routine, et même les Dvar Torah qu'on prépare pour le soir du Seder, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont vécues ou ressenties, qui viennent du plus profond de mon cœur. Des fois, c'est juste parce que j'ai besoin de parler, et donc je prépare des choses à dire. Mais ce n'est pas nécessairement des choses que je veux partager, dans le sens où je ne partage pas nécessairement de moi-même. C'est des choses qui sont là pour remplir le vide. Et c'est un peu ce message encore une fois, je dis, c'est le message de Pessah chaque année, mais là, on est forcé de vraiment de regarder très profondément à l'intérieur de soi-même et à l'intérieur de sa vie, où on se rend compte que, effectivement, toutes ces choses qui prennent d'espace, toute cette air qui a fait gonfler ma vie, qui fait que ce kilo de pâtes est maintenant devenu tellement volumineux, et on repart à zéro. On se rend compte que ces choses-là, en fait, n'ont pas besoin de remplir tellement d'espace. Ces choses-là sont faciles et on peut vivre sans ou bien vivre avec, mais de manière différente, etc. Donc, on a ce réajustement de Pessah, qui est donc cette idée de matzah, cette idée de bitoul, d'annulation, de se rendre compte que, encore une fois, toute cette air, toute cette place que les choses prenaient n'ont pas besoin d'être. Et c'est la libération, puisque c'est ça que Pessah représente, et c'est pour ça qu'on mange de la matzah pendant Pessah, pour nous dire qu'on est libéré de toutes ces contraintes. On est libéré de tout ce genre de choses qui prenaient de l'espace dans notre vie. On se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir tout ce genre de choses. Encore une fois, on peut changer la manière dont on vit
et l'expérience qu'on a par rapport à ce genre de choses. Donc, cette libération, la libération de Pessah, c'est pour ça qu'on mange de la matzah pendant Pessah. On aurait pu manger de la matzah pendant Sukkot, puisque Sukkot marque aussi la sortie d'Égypte. La raison pour laquelle on est dans les Soukas pendant la fête de Sukkot, c'est pour nous rappeler la sortie d'Égypte, pour nous rappeler que pendant le désert, des années du désert, on habitait dans des espèces de petites cabanes. Mais on aurait pu donc faire le même, marier les deux, si on peut dire, nous dire, ben voilà, pendant Sukkot, on mange de la matzah, comme ça, on a les deux choses ensemble. Mais Sukkot, on célèbre quelque chose d'autre, on célèbre les 40 ans dans le désert. C'est vrai qu'on parle de la sortie d'Égypte, mais on parle aussi de la protection pendant les 40 ans. Pessah, c'est vraiment la fête de la liberté. C'est le point de départ, mais c'est la fête de la liberté. Et donc, pendant Pessah, on mange de la matzah pour nous dire qu'on est maintenant libéré de toutes ces choses qui gonflaient notre vie, toutes choses qui remplissaient notre vie. Je disais gonfler, peut-être quelque chose qui nous faisait gonfler aussi, mais en tout cas, toutes ces choses qui remplissaient notre vie et qui prenaient du temps, de l'espace, et on est libéré de tout ce genre de choses. Alors, voilà un message important à assimiler, à comprendre pendant Pessah, des choses à avoir en tête, et que, si Dieu veut, quand on aura assimilé ce message, incorporé ce message, on sera vraiment libre. Je pense qu'on passe tous des moments de réajustement, des moments de réflexion, des moments où on se rend compte que notre vie n'avait pas besoin d'être la manière dont elle avait tourné. Elle aurait pu être beaucoup plus simple d'une certaine manière, beaucoup plus pure. Et on passe beaucoup plus de temps à réfléchir sur les choses essentielles, les choses importantes, et que Dieu nous donne la bonne réflexion, qu'on arrive aux bonnes conclusions, pas des mauvaises conclusions, pas qu'il faut sortir de la maison le plus vite possible, même si c'est important pour sa santé mentale, mais d'arriver à des bonnes conclusions, des choses qui sont importantes dans notre vie, et qu'on puisse vraiment célébrer cette libération de toutes les choses qui remplissaient tellement d'espace dans notre vie, toutes choses qui étaient vraiment, qui nous semblaient importantes, et qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas aussi importantes qu'on le pensait. Et voilà, donc on est donc vraiment une libération totale. J'en profite pour dire que si vous avez besoin de matzah, alors je sais qu'ici, les magasins cachés en ont. Je n'ai pas été à Casco récemment, mais je sais qu'il y en avait déjà. Donc, n'oubliez pas d'acheter au moins pour le seder de la matzah shmoa, la matzah faite à la main. Je vous parle aussi, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter pour tout ce qui est relié donc à la fête de Pessah, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pour tout ce qui est texte, vous pouvez trouver ça sur notre site internet, jelemiami.com. Vous avez aussi sur le site internet la possibilité de vendre votre chametz, donc pas besoin d'aller chez quelqu'un, vous pouvez faire ça par internet. Et donc, vous avez tout un tas de choses qui sont accessibles sur le site. Et encore une fois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, à tous les niveaux, que ce soit pour Pessah ou autre, on est là pour vous. Et je vous souhaite un très, très bon Pessah. Voilà, à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les dans le chat, et sinon, on va closer. Oui. Tu n'as pas de questions? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bon. Moi, c'est Jessica Abraham. Oui. Moi, j'ai une question. Moi, je m'interroge sur le fait que vous dites on a besoin de devenir humble à la sortie, à partir du moment où on n'était plus esclave, on a ce besoin de devenir humble. Mm-hmm. C'est un peu curieux de devenir humble une fois qu'on n'est plus esclave, parce que a priori, je pense pas que l'ego d'un esclave soit tellement surdimensionné, on va dire. Non, c'est pour ça que c'est une question importante. Alors, je vais 2 points si ça répond à votre question. La première chose, c'est qu'on nous explique qu'une des raisons pour laquelle on est passé par l'esclavage en Égypte, c'est justement pour pouvoir ressortir plus humble de l'autre côté, d'avoir vécu cette expérience, qui est une expérience qui nous donne cette humilité justement. Et d'ailleurs, c'est un message qu'on va retrouver plus tard dans les commandements. On a un commandement de respecter nos esclaves à nous, si on a des esclaves, parce qu'on a été en Égypte, donc on a besoin on sait ce que ça veut dire. Donc cette humilité, on l'a acquis. Pardon. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a mangé de la matzah en Égypte, mais on a aussi mangé de la matzah en sortant d'Égypte.
Et la raison pour laquelle on a mangé de la matzah en sortant d'Égypte, c'est pour nous dire justement ça. C'est que maintenant qu'on est sorti, on ne peut pas dire non, 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 on est plus fort que vous, on a gagné. Et donc, on va perdre cette humilité. On a besoin de toujours se rappeler d'être humble. Et non seulement ça, mais on a besoin de se rappeler que l'humilité, c'est quelque chose qui est essentiel, qui fait partie de nous-mêmes et qu'on ne peut pas. C'est pas un bon caractère, un bon trait de caractère à avoir comme d'être gentil ou quelque chose d'autre. On raconte une histoire, c'est une histoire un peu amusante, mais ça montre un peu le point que j'essaie de dire maintenant, qui est qu'il y avait un jeune homme qui s'était marié, qui arrive dans la communauté de ses beaux-parents. C'était quelqu'un de très gentil, de très érudit, etc., mais un peu d'orgueilleux, un peu orgueilleux. Donc, il passe 6 mois, un an dans cette nouvelle communauté de ses beaux-parents. Et puis, après un an, il va voir ses beaux-parents, il va voir son beau-père, il dit, beau papa, j'ai besoin d'avoir une conversation. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ça fait un an que j'habite dans cette communauté avec vous, et je pense que les gens ne m'apprécient pas trop. Est-ce que vous pouvez m'aider, me diriger? Et le beau papa qui profite de l'occasion pour dire, écoute, regarde, voilà, je vais te dire, effectivement, les gens pensent que tu te trouves un peu orgueilleux, et ce serait bien quelque chose que tu travailles dessus quand même, à d'être un peu moins orgueilleux. J'en dis, OK, pas de problème, si c'est ça, je vais travailler sur moi. Et 6 mois plus tard, ce jeune homme va revoir son beau-père en disant, écoutez, beau-papa, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai toutes les mêmes qualités que j'avais avant. Au-delà de ça, maintenant, je suis devenu très humble et je ne comprends pas pourquoi les gens ne m'aiment plus, ou même pas, alors que je suis devenu humble. Donc, ce n'est pas juste qu'on est gentil, on est généreux et on ne se met pas en colère, on est humble aussi. Ça fait vraiment partie de l'essence de ce qu'on a besoin d'être, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas quelque chose d'important, mais on est là avec un sens de mission. Et ça a toujours été quelque chose qui fait partie essentiellement de la mission du peuple juif, qui est que même si on est le peuple juif, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs de tout le monde, ça veut dire qu'on est là avec une mission, on a une responsabilité. Être le peuple juif, c'est un sens de responsabilité. Donc cette humilité, c'est quelque chose d'important dans le sens où c'est une responsabilité. Et c'est justement à partir du moment où on a eu notre responsabilité, c'est-à-dire à partir du moment où on est sorti d'Égypte, quelques semaines plus tard, on a reçu la Torah, on a besoin de garder ce message, de dire, recevoir la Torah, c'est une responsabilité et c'est quelque chose qui doit nous garder humbles. Pas nous dire on est meilleur que tous, parce que c'est nous que Dieu a choisi, et donc on va vous dire quoi faire. C'est qu'on a une responsabilité par rapport à la communauté, par rapport au monde, de partager avec le monde, avec l'univers, les enseignements de la Torah. Donc, l'humilité, c'est quelque chose d'important parce que c'est éviter le sens de soi. C'est ne pas confondre, je veux dire confondre ma vie et mon existence. Mon existence, c'est l'espace que j'occupe sur Terre. Et des fois, on a l'impression que ma vie s'arrête à mon existence. Je suis là, j'existe et tout doit être tourné autour de moi. Et le message de la Matzah, le message de Pessah, c'est justement, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de mon existence, il ne s'agit pas de l'espace que j'occupe sur Terre, il s'agit de ma mission, il s'agit de la chose, ce que je peux offrir au monde, qui est ma vie. Donc, c'est ce que j'entends quand je parle d'humilité au moment de la sortie d'Égypte, c'est ce que j'entends, un sens profond d'une responsabilité, un sens profond d'une mission, et que pas nous dire qu'on est mieux que tout le monde, parce qu'on n'est pas, mais parce qu'on a une responsabilité par rapport aux autres. Donc, on a cette mission-là, et on doit se sentir humble par rapport à cette mission. J'espère avoir répondu à votre question. Ah, il m'entend pas. Attends, je peux répondre ou pas? Oui, Ah oui, oui, non, j'ai bien compris. J'aime bien la symbolique, en fait, comme si la matzah, c'était le symbole de toute cette période d'esclavage et qu'on l'a mangée pour qu'elle rentre en nous, en fait. Et, exactement, exactement. non, oui, j'ai bien compris. Merci. Moi, Raph, j'ai juste une question très rapide. Oui. Est-ce que vous pensez pas que enfin, si vous l'avez dit plus ou moins en filigrane dans le cours, mais que finalement, ce qu'on vit en ce moment, c'est l'épreuve d'humilité ultime, et que c'est pas un hasard évidemment si ça arrive quelques jours avant Pessah, et Ah qu'on oui, va vivre Pessah dans ces conditions-là en plus. oui, oui. Je suis d'accord avec vous. C'est l'humilité intime, ultime, dans le sens où vraiment on a besoin de tout réorganiser notre vie, de se sentir toutes les choses qui sont importantes, on a besoin de réanalyser tout ce qui est important, tout ce qui occupait de l'espace, nous, l'espace qu'on occupait dans notre vie, combien on se sentait important ou pas, essentiel. Et oui, c'est un grand réajustement. Et ce n'est pas par hasard que ça arrive donc avant Pessah.
après Purim. Alors, comment est-ce que justement, parce qu'il y a l'espace que nous, on s'accordait, mais il y a aussi les choses auxquelles on accordait de l'espace, comme par exemple des choses qu'on pensait établies, du type l'école, le travail, les activités sportives, la leçon de piano fondamentale, toutes ces choses-là qu'on pensait être structurantes de notre quotidien. En fait, en fin de compte, on se rend compte que tout ça, c'est les premières choses qu'on arrête et qu'on se recentre sur c'est maman qui va faire la classe, c'est maman qui va faire les 3 repas par jour, et puis papa, il va aider à faire les maths, et puis il va étudier le matin, ils vont faire la prière ensemble. Bon, on se ressemble sur des choses très, très essentielles, mais ma question, c'est qu'est-ce que d'après vous, comment est-ce que chaque jour qui passe avant Pessah, et dans ce contexte, on travaille sur soi et on essaye d'en extraire une vraie leçon de changement, mais je veux dire profond, pas ça y est, c'est passé, on repart comme en 14. Comment est-ce qu'on essaye d'entamer une vraie mutation dans sa vie après un passage comme ça? Qu'est-ce qu'on étudie? Comment on réfléchit? Comment on structure nos journées? Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Je pense que c'est très clair. Je pense que vous l'avez dit en 2 minutes. La seule chose, c'est de ne pas oublier cette conversation, de ne pas oublier ce que vous venez de dire. Ni vous, ni moi, ni tous les autres. Ouais. De se dire qu'effectivement, on sait que toutes les choses qui remplissaient notre vie, on peut faire sans. Pardon, ce n'est pas essentiel, etc. La seule chose, c'est effectivement de faire l'effort que ça finit, je veux dire la semaine prochaine, mais ça m'étonnerait. Bon, mais disons, que quand ça sera fini, etc., on se retrouvera de l'autre côté. Ne pas oublier tout ce genre de choses. Ne pas oublier de ne pas retourner dans la routine et d'apprécier les leçons qu'on est en train d'apprendre et de dire qu'effectivement, on a cette opportunité, on a ce cadeau de Dieu qui fait qu'on a été obligé de prendre un certain temps, time out, si on peut dire, par rapport à la vie et la exactement. force de la vie, et de ne pas oublier les leçons qu'on a apprises. On dit toujours, ça fait 3000 ans qu'on dit, toujours il faut se rappeler la sortie d'Égypte. Oui, ça fait partie des prières. Ouais. Et ce n'est pas par hasard qu'on doit le répéter tous les jours, 2 fois par jour dans le schéma, parce qu'on a besoin de ne pas oublier, on a besoin de se rappeler ces moments essentiels qu'on est en train de vivre, parce que c'est vraiment des moments extraordinaires. Mais vous ne pensez pas que peut-être qu'on est retourné en Égypte? Enfin, moi, ça me fait On n'est jamais sorti d'Égypte à 100%. C'était le cours d'hier. On n'est pas encore sorti d'Égypte. Ouais. C'est peut-être une remise une deuxième chance, quelque part. Ce n'est pas une question de deuxième chance, c'est qu'on n'a pas encore fini le travail. On est tous en Égypte dans le sens où tant que le monde n'a pas été libéré par la vie de Mashiach, on est encore en Égypte. Donc, on n'est pas sorti à 100%. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est un processus de sortir d'Égypte. C'est un processus, donc on n'est pas pire que, c'est pas qu'on est retombé en Égypte, c'est qu'on continue à avancer. Un des exemples qu'on donne souvent dans ces contextes, dans ce genre de discours, c'est que quand il y a un tonneau, par exemple, de vin ou d'autres choses, on se sert au fur et à mesure du vin. Quand on arrive au fond du tonneau, on a besoin de gérer tout ce qu'il y a, tous les sédiments qui sont au fond du tonneau, au bas de la barrique. Donc, bon, on est à gérer tout ce genre de choses. On arrive à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de progrès. On a fait des progrès à travers les générations, à travers l'histoire, etc. Et on réagit comme on réagit de manière extraordinaire. Le nombre d'heures de Torah qui sont maintenant en train de se passer sur Internet et de conversations importantes qui sont en train de se faire, etc., c'est extraordinaire. Ça serait passé il y a 10 ans, ça n'aurait pas été possible de la même manière. Donc, on avance. Les réactions des gens sont positives dans le sens où on se retrouve au cours de Torah, on se retrouve avec des choses positives, même s'il y a des moments difficiles aussi, des moments on a besoin de se retrouver tout seul ou tout seul. Mais il y a quand même tellement de positif qui se fait. Donc, à travers l'histoire du monde, le monde a avancé de manière extraordinaire. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. On pourra peut-être faire un cours sur ça un de ces jours. C'est un de mes sujets préférés, qui est l'avancée plus ou moins de l'histoire du monde vers l'avenue du Mashiach. Mais donc, le monde a avancé de manière extraordinaire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il nous reste les derniers éléments à gérer. Il s'avère qu'on est au bon moment dans l'histoire. C'est nous qui sommes responsables de ces derniers moments à vivre. J'ai vu un article aujourd'hui où il y avait un tiers du monde qui est en lockdown. C'est un tiers du monde, c'est inimaginable. C'est impensable. Pardon? Non, c'est impensable. Enfin, quand on y réfléchit, c'est... Des milliards de personnes, le monde s'est arrêté. On parle pas bien sûr des gens qui sont au fin fond de l'Amazon ou de l'Afrique noire, mais on parle de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, etc., de ce genre de civilisations qui sont arrêtées. Donc, c'est extraordinaire à ce niveau-là. Je veux dire, c'est un phénomène extraordinaire. On est en train de vivre l'histoire. Donc, c'est sûr qu'on est dans des moments spéciaux.
Et c'est pas qu'on est retourné en Égypte, qu'on a un certain degré d'Égypte, on peut dire, qu'on a encore besoin de gérer pour qu'on puisse avoir fini tout ce qu'il fallait faire à travers l'histoire. Bah écoutez, ouais. Et puis vous avez vu d'ailleurs au passage que le niveau de pollution a diminué de manière inédite depuis des siècles, pour pas dire, enfin des décennies, pour pas dire des siècles. Et il paraît que c'est impressionnant. Enfin, quand on regarde au-dessus de la Chine, le nuage est devenu tout jaune alors que c'était rouge vif, quoi. Ouais, c'est ouais. Bon. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bah écoutez, merci beaucoup. Moi, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, il est tard. Il y a un autre cours demain ou c'est pas tous les soirs? Non. Demain, je sais pas. Normalement, je vais jouer avec Esther parce que normalement, Esther a aussi un cours